Macron a-t-il raison de refuser un gouvernement nouveau Front Populaire? Le gouvernement démissionnaire sera-t-il en réalité un gouvernement définitif? A-t-on réellement besoin d'un gouvernement au vu de la nullité de l'ensemble de la classe politique? À ces questions répondront Patrick Pazin, éditeur, et Claude Janvier, essayiste. Vous êtes sur Géopolitique Profonde dans GPTV Actu. C'est parti. Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur GPTV Actu, la petite chaîne qui monte et qui décrypte l'actu comme personne. N'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. Elle est là, elle est bien là. Elle sera dans vos boîtes aux lettres quand vous vous y abonnerez. Et pour ça, vous cliquez sur le lien ci-dessous en description. Allez-y, cliquez dessus. D'abord, nous avons notre ami Patrick Pazin qui est là, éditeur, Novi Mondi et dorénavant aussi vidéaste et cinéaste. Ça va, cher Patrick? Bonjour Mike, merci pour l'invitation. Ben, ça me fait très plaisir. Tu vois, je suis sûr, plein de choses à dire. Non. Ah, bon, très bien. Et notre ami Claude Janvier. Comment ça va, cher Claude? Il a écrit L'État profond français chez K Édition, la maison d'édition qui prend des risques. Comme Novi Mondi, évidemment. C'est vrai, prend des risques. Bon, en tout cas, bonjour Mike, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis écoute, en ce qui concerne le fait d'aller bien, oui, ça maintient en forme, c'est toujours aussi combatif, ça maintient en forme. Voilà. Bon, alors première question, on a vu qu'en fait, Madame Castex, visiblement ce ne sera pas elle. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'elle devrait être Premier ministre, Castex? Moi, je n'ai pas d'avis là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, la Constitution donne au Président de la République l'arbitrage, c'est le mot dans l'article 5 de la Constitution. Selon son arbitrage, il choisit le Premier ministre. Donc à partir du moment où il arbitre qu'elle ne fait pas l'affaire, eh bien, c'est un fait. Enfin, je veux dire, constitutionnellement, il est dans son droit. Alors, ça peut sembler étonnant, je veux dire, mais l'article 5 de la Constitution lui permet de refuser une candidature. Et après, moi, je ne connais pas Madame Castex. Maintenant, pour quelle raison l'a-t-il refusé? En fait, d'ailleurs, pourquoi a-t-il fait une dissolution? En fait, on devrait déjà se poser la question. D'ailleurs, on peut même se poser la question sur la légalité de cette dissolution, parce que, en fait, c'est l'article 12 qui dit qu'en fait, le président de la République peut prononcer la dissolution, mais après consultation du Premier ministre et des deux présidents, donc président du Sénat et de l'Assemblée nationale. Or, on sait que Gabriel Attal n'était pas au courant de cette dissolution. Et Madame Pivebron, donc la présidente de l'Assemblée nationale, a aussi fait des déclarations comme quoi elle critiquait cette décision. Manifestement, elle n'était pas au courant. Donc je le redis, quand on lit l'article 12 de la Constitution, il peut prononcer la dissolution, mais après consultation avec le Premier ministre et les deux présidents des chambres. Donc déjà, on peut se poser la question de pourquoi a-t-il fait ça, dans quelles conditions et quel est l'objectif derrière. Ça, nous aurons l'occasion d'en parler. Donc, il a refusé Madame Castex. En fait, la Constitution lui donne ce droit. Elle lui donne ce droit. Ah, vas-y, continue. Et juste avant de céder la parole à Claude, je ne sais pas si vous avez vu ce matin, donc Gérald Darmanin a volé au secours en disant « mais de toute façon, elle ne résisterait pas 24 heures ». Bon. Ce sont ses propos, c'est-à-dire qu'en fait, en clair, elle aurait une motion de censure dans les 24 heures et hop, ce serait terminé. Ben oui, mais n'empêche que si le président de la République la nomme, eh bien, elle devra engager sa responsabilité devant l'Assemblée. Et s'il y a une motion de censure, il y aura une motion de censure. Mais en tout cas, quand Emmanuel Macron ne l'accepte pas, il est dans son droit qui est en fait l'arbitrage. Il a le droit d'arbitrer. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que Patrick a tout à fait raison. Effectivement, Emmanuel Macron est dans son droit. Après, ce qui est quand même étonnant, c'est que quand même, le nouveau Front de gauche a quand même obtenu une majorité, tout comme le RN avait obtenu une majorité.
Donc c'est un peu étonnant, je dirais, que Emmanuel Macron refuse. Alors après, il y a plusieurs... on peut faire des hypothèses sur tout ça. Hein. Déjà, je reviens peut-être à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'on peut se poser de prime abord pourquoi il a effectivement prononcé amené à cette dissolution. Mais moi, il y a quand même quelque chose que j'ai toujours à l'esprit. Emmanuel Macron a déclaré, je crois que c'était à la fin de son premier quinquennat ou au début du deuxième, que ne pas pouvoir se représenter une troisième fois était une funeste connerie. Et je cite ces termes. Parce que, effectivement, ce n'est pas prévu dans la Constitution qu'un président de la République puisse se représenter une troisième fois. En réalité, si demain, admettons le cas de figure, demain Emmanuel Macron démissionne, donc il ne va pas au bout de son deuxième mandat, il peut très bien se représenter de nouveau. Ça, c'est quand même intéressant. Si on regarde un peu comment fonctionne Emmanuel Macron, je serais amené effectivement à penser que c'est ce qu'il vise. Parce qu'il y a eu quand même eu, comme je l'ai souligné, mais à 2-3 fois, il a fait allusion au fait que c'était très ennuyeux de ne pas pouvoir se représenter une troisième fois. Donc à mon avis, il est en train de calculer, ce n'est qu'un avis personnel, mais bon, et il est en train d'essayer de calculer pour effectivement se représenter une troisième fois. Et alors à ce moment-là, il serait reparti pour un quinquennat à minima. Mais en fait, il se verrait bien président à vie. Hein. Mais est-ce qu'il n'utilise pas aussi la présidence à l'Élysée comme un... Moi, je le vois plutôt comme un tremplin à l'Europe. Ah oui, il y a ça aussi. C'est-à-dire que à un moment donné, Ursula von der Leyen va devoir remettre les clés de l'Europe. Et c'est peut-être pas encore pour demain, puisqu'elle vient d'être reconduite dans ses fonctions par les commissaires. Nous n'oublions toujours pas que l'Europe n'est toujours pas dirigée par les députés européens, ce que beaucoup de gens peut-être s'imaginent, mais est dirigée quand même par des commissaires qui ne sont pas élus par le peuple, ce qui fait que Ursula von der Leyen est vraiment illégitime à ce poste. Bon, voilà, mais ceci étant posé, effectivement, Emmanuel Macron se pose déjà en chef de guerre incontesté de l'Europe, puisque c'est lui qui quand même se pose en premier plan au niveau chef de guerre dans la guerre russo-otanusienne via l'Ukraine. Et il se verrait bien, effectivement, après, président de l'Europe. Mais comme Ursula von der Leyen vient d'être conduite dans ses fonctions et qu'elle en a quand même pour quelques années, il se dirait bien que, je pense qu'il pousserait bien vers un nouveau quinquennat. En tout cas, tout est possible. En tout cas, c'est une situation inédite, hein. Patrick, hein, et Mike aussi, on est quand même depuis 40 jours sans Premier ministre. Mais est-ce que ça change quelque chose? Est-ce qu'on se porte mieux ou moins bien sans Premier ministre, on va dire, véritable? Et encore, parce que moi je vais vous dire, les gars du gouvernement, ils sont là. Ils sont toujours là, hein, et ils décident toujours en fait. Hein. Alors il y a un certain nombre de décisions qu'ils ne peuvent plus prendre, mais là encore... Lesquelles par exemple? Eh bien, normalement, ils peuvent plus, ils sont là pour expédier les affaires courantes. Mais s'il y a une situation d'urgence... Les Jeux Olympiques, c'était d'urgence, et pourtant, c'est eux qui ont géré. Hein. Ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que, en fait, c'est le Conseil d'État qui va décider de ce qui est urgent ou pas urgent, de ce qui relève de leur mandat ou pas de leur mandat. Bon, est-ce que quelle sera la position du Conseil d'État là-dessus? On l'a pas entendu, le Conseil d'État? Mais pas encore. C'est-à-dire que... mais ça fait déjà 40 jours qu'on n'entend pas. Oui, et en fait, c'est normal, parce que pour l'instant... Il est en vacances. Oui, c'est ça. En vacances. Globalement, la République était en vacances. Certes, il y a eu les Jeux Olympiques, mais globalement, la République était en vacances. Il n'y a pas eu de session au Parlement, etc., etc. Donc, en fait, c'est vrai que cette dissolution, elle est quand même remarquable, parce qu'on ne peut pas imaginer que Emmanuel Macron pensait gagner les élections législatives. Parce que même en bourrant les urnes, ça paraissait quand même très compliqué. Ils ont un entourage, les services de renseignement savent parfaitement, globalement, ce à quoi il faut s'attendre. Donc en fait, alors, je peux peut-être le surestimer, mais je ne pense pas. Je veux dire, on ne fait pas une dissolution, même si ça a semblé à chaud. Non, on ne fait pas une dissolution comme ça à chaud. Je n'y crois pas. Pas ces personnes-là, pas ces gens-là. On voit bien qu'il y a un plan. Alors, pourquoi une dissolution? Ça, c'est une vraie question, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a un certain nombre de décisions qui vont être prises par les mêmes.
Gabriel Attal, et tous les autres, ils sont là. Ils sont encore là. Donc en fait, oui, ils ne peuvent pas prendre de décision. Par exemple, ils ne peuvent plus engager une nouvelle loi, puisqu'ils sont là pour expédier les affaires courantes. Mais en revanche, toute loi qui aurait été votée, par exemple, au mois de juin, donc votée, ils sont là pour la faire appliquer. Donc maintenant, on va voir ce qui va se passer, parce que est-ce que l'opposition... Enfin, si opposition il y a d'ailleurs, parce qu'on peut se poser la question, quand on voit comment chacun se renvoie la balle, c'est-à-dire que quand il y avait une motion de censure déposée par le RN, la France Insoumise, etc., se dépêchait, ah ben non, nous on ne va pas voter ça, ben, l'intérêt supérieur de la France n'était-il pas justement de s'allier pour que la motion de censure passe et qu'on... Je rappelle que... France Insoumise a fait retirer un de ses candidats à ces législatives pour faire gagner Madame Borne. Oui. Je le rappelle. Oui, c'est un... Mais d'ailleurs, enfin, moi, je n'ai pas d'avis là-dessus, mais forcément, le Rassemblement national ne peut qu'aimer M. Macron. Vous vous souvenez combien il y a eu de députés élus en 2017 aux législatives, de députés du Rassemblement national? Il y en a 8. Il y a 8 députés du Rassemblement national en 2017, juste après l'élection présidentielle. Alors, on peut dire, ouais, mais c'est normal, parce qu'il y avait beaucoup le parti du président, En Marche. Oui, enfin, il y a 11 communistes qui sont élus, et 8 Rassemblement national. Aujourd'hui, il y a 123, 7 ans plus tard, il y a 123 élus du Rassemblement national. Donc, en fait, clairement, la présidence Macron... apporter au quasi-pouvoir le Rassemblement national. Et je rebondis sur ce que disait Claude, et toi d'ailleurs aussi, c'est une situation d'autant plus inédite que le parti qui est majoritaire, ou en tout cas l'alliance qui est majoritaire au Parlement n'a pas de Premier ministre, elle ne préside même pas le Parlement. Quant au Rassemblement national qui est arrivé premier en nombre de voix, alors là, rien. Enfin, alors, ils auront peut-être des commissions, etc., etc. Je veux dire, c'est une... Qu'est-ce que ça signifie, ce que dit notre ami Patrick? C'est quoi? Ça veut dire que soit les institutions ne sont pas respectées, sommes-nous encore en démocratie? Voilà, mais est-ce que voter sert à quelque chose? D'un coup, ça me fait rire. Sommes-nous en démocratie? Non. Est-ce que voter sert à quelque chose aussi? Non, non plus. Non, mais c'est vrai, je dis non déjà, mais je vais peut-être un peu expliquer. Mais non, nous ne sommes plus en démocratie parce que de toute façon, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans un état de droit. Soyons clairs. Il n'y a plus de séparation des pouvoirs, il n'y a plus de séparation entre l'exécutif, le législatif et le judiciaire. Aujourd'hui, c'est un fondu, c'est un espèce d'amalgame, de conglomérat là, fondu, où chacun, ma foi, bénéficie des largesses et où tout le monde tire la couverture à soi. Et le quatrième pouvoir non officiel, qui s'appelait donc les médias, qui s'appellent les médias et qui, il y a 40 ou 50 ans en arrière, pouvaient se permettre de mettre une petite claque quand même derrière la tête d'un politicien s'il marchait pas droit. Aujourd'hui, depuis 30 ans à peu près, pouf, les médias ne remettent rien, personne dans le droit chemin, puisque de toute façon, donc on est dans une espèce de grande collusion. Et en fait, donc, nous ne sommes plus dans un état de droit. Donc la notion de démocratie, puis de toute façon, la notion de démocratie a volé en éclats avec Sarkozy. Hein. On se rappelle le traité de Lisbonne, 2005. Une majorité de Français qui votent non, et Nicolas Sarkozy avec son Premier ministre Fillon, ah, vous avez dit non, ben nous on dit oui. Bon, alors donc déjà, la démocratie terminée. Après, donc voilà à peu près où on en est, et malheureusement, depuis l'avènement d'Emmanuel Macron, qui en fait, je le rappelle ici, quand même était un parfait inconnu du grand public avant d'accéder au pouvoir. En réalité, il a été propulsé par des institutions privées, notamment l'agence de communication Still & Holt, créée par un certain Sylvain Faure, qui était le bras droit d'Emmanuel Macron, et qui lui a obtenu 8000 articles de presse à l'époque, avant qu'il soit élu en 2017, sans compter les interviews de télé, les interviews de radio. Donc, on se retrouve avec un président qui est là pour faire le travail, pour respecter un certain agenda,
c'est-à-dire de remettre les clés de la France à l'impérium US et à l'oligarchie financière mondiale internationale anglo-saxonne. Et c'est exactement ça. Il a été mis là pour faire le travail. Et il faut lui reconnaître une chose, c'est qu'il le fait bien. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.